Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 3. Le navigateur sur les mers du destin. Quand tout sera le bas sur le banc de terre neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment mangera tout? On nous fait manger des têtes de morue blanches. Mais ça ne remplace pas la bonne soupe aux choux. Quand tout sera le bas sur le banc de terre neuve, ah dis-moi, beau Gaby, tout va en boire à tout. On nous donnait boire que de l'eau croupillée. Le beau geron de gouttes, il n'y a pas pour nous. Quand tout sera le bas sur le banc de terre neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment dormira tout? On nous fait dormir que 2 heures sur 24 et le reste du jour, on nous fout des coups. Quand tout sera le bas sur le banc de terre neuve, ah dis-moi, beau Gaby, que l'argent gagnera tout. On nous fait travailler et sœurs saigner l'armée. Les deniers d'argent, on n'en voit pas beaucoup. Après tant et tant d'horribles misères, dis-moi, beau Gaby, répartirais tout. J'étais bien forcée de faire comme mon père. J'espère que non gars ne verra pas comme nous. Chapitre 4. Les contours de la côte étaient indistincts.
Les guerriers s'avançaient vers elle à travers la brume blanche, en pataugeant dans l'eau blanche encore. Ils tenaient au-dessus de leur tête leurs épées, leur seule arme. Chacun des quatre possédait une lame d'une taille et d'une facture exceptionnelles, mais nul n'en avait une qui parfois se parlait à elle-même à mi-voix comme le faisait celle d'Elric. Jetant un coup d'œil en arrière, Elric vit le capitaine, debout au bastingage, tournant vers l'île son visage aux yeux aveugles et mouvant ses lèvres pâles comme s'il parlait tout seul. Dans l'eau jusqu'à la taille maintenant, Elric sentit sous ses pieds le sable durcir pour devenir du rocher lisse. Il continua à avancer dans l'eau, aux aguets, prêt à porter n'importe quelle attaque contre ceux qui pourraient défendre l'île. Mais à présent, la brume s'éclaircissait, comme si elle ne pouvait avoir de prise sur cette terre, et on ne voyait là nulle trace de défenseur. Chaque homme portait, enfoncé dans sa ceinture, une torche, dont l'extrémité était enveloppée de tissu huilé, afin qu'elle ne fût pas mouillée quand le moment viendrait de l'allumer. Chacun était également muni d'une poignée d'amadou où le feu couvait, dans une petite boîte spéciale placée dans une escarcelle qui pendait à sa ceinture, de telle sorte que les torches pussent instantanément être allumées. Seul le feu détruira l'ennemi à jamais, avait dit le capitaine en leur tendant leurs torches et leur boîte à amadou. En s'éclaircissant, la brume dévoilait un paysage aux ombres épaisses. Roches rouges et végétation jaune en étaient couverts, et c'étaient des ombres de toutes les formes et de toutes les dimensions qui ressemblaient à toutes sortes de choses. Elles paraissaient projetées par l'énorme soleil rouge sang qui se tenait à la verticale de l'île en un perpétuel midi. Mais ce qui était troublant, c'est que ces ombres n'avaient pas d'origine apparente, comme si les objets auxquels elles correspondaient étaient invisibles ou existaient ailleurs que sur l'île elle-même. Le ciel lui aussi avait l'air plein de telles ombres, mais, tandis que celle qui était sur l'île était immobile, celle du ciel bougeait parfois, peut-être quand les nuages se déplaçaient. Et sans cesse le soleil rouge répandait sa lumière sanglante, infligeant aux 20 hommes son déplaisant éclat comme il l'infligeait à la terre. Par moments, tandis qu'ils s'enfonçaient prudemment à l'intérieur des terres, une étrange lueur papillonnante parcourait l'île, de sorte que les contours perdaient quelques secondes leur stabilité avant de se fixer à nouveau. Elric, croyant que c'était la faute de ses yeux, ne dit rien jusqu'au moment où Owen, dompteur de serpents, qui avait du mal à adapter sa démarche à la terre ferme, déclara: J'ai rarement débarqué, certes, mais il me semble que cette terre est d'une nature plus étrange qu'aucune autre à ma connaissance. Ce miroitement, ces déformations. Plusieurs voix firent chorus. Et d'où viennent ces ombres fit Ashnar le lynx, en regardant autour de lui avec une crainte superstitieuse non dissimulée. Pourquoi ne voyons-nous pas ce qui les projette? Il se pourrait, dit Corom, que ce soit des ombres projetées par des objets existants dans d'autres dimensions de la Terre. Si toutes les dimensions se rencontrent ici, comme il a été suggéré, cela pourrait être une explication vraisemblable. Il porta sa main d'argent à son bandeau brodé. Ce n'est pas l'exemple le plus étrange d'une telle conjonction dont j'ai été témoin jusque-là. Vraisemblable fit Otto Blenker en ricanant. Hein. Alors je vous en prie que personne ne me donne d'explication invraisemblable. Ils poursuivirent leur route parmi les ombres sous la lueur sanguinolente, jusqu'à ce qu'ils parvinssent à la périphérie des ruines. Ces ruines, songea Elric, avaient quelque chose de commun avec la cité délabrée d'Améron, qu'il avait visitée au cours de sa quête de l'épée noire. Mais elles étaient au total plus vastes. C'était plutôt un ensemble de petites villes, chacune d'un style architectural totalement différent. Peut-être est-ce Tanlorn, dit Corom, qui avait visité cet endroit, ou plutôt toutes les versions de Tanlorn qui aient jamais existé, car Tanlorn existe sous de nombreuses formes, dépendant chacune des désirs de ceux qui souhaitent le plus la trouver. Ce n'est pas Tanlorn que moi, je m'attendais à trouver, dit Hawkmoon non sans amertume. Ni moi non plus, ajouta Erekosé sombrement. Peut-être est-ce Tanlorn, dit Elric, et peut-être que non. Ou peut-être est-ce un cimetière,
dit Corum d'un ton distant, et son œil unique se rembrunit. Un cimetière contenant toutes les versions oubliées de cette étrange cité. Ils se mirent à escalader les ruines en direction du centre, et leurs armes s'entrechoquaient bruyamment au gré de leurs mouvements. Elric voyait à leur expression méditative que beaucoup de ses compagnons se demandaient comme lui si ce n'était pas un rêve. Sinon, pourquoi se trouveraient-ils dans cette étrange situation, risquant sans aucun doute leur vie, leur âme peut-être, en un combat qui n'était l'affaire d'aucun d'entre eux? Erécosé se rapprocha d'Elric tout en marchant. Avez-vous remarqué, lui demanda-t-il, qu'à présent on voit ce que représentent les ombres? Elric opina de la tête. On peut deviner d'après leurs ruines ce à quoi ressemblaient certains des bâtiments. Les ombres sont celles de ces bâtiments, les bâtiments d'origine, avant qu'ils ne tombassent en ruine. Tout juste, dit Erécosé, et ensemble ils frissonnèrent. Ils finirent par approcher du centre probable. Il y avait là un bâtiment qui n'était pas en ruine. Il se dressait au milieu d'un espace dégagé, tout en courbe et en ruban de métal et en tubes qui brillaient. Cela ressemble plus à une machine qu'à une bâtisse, dit Hawkmoon. Et à un instrument de musique plus qu'à une machine, fit Corum pensif. La petite troupe s'arrêta, chaque groupe de 4 se rassemblant autour de son chef. Il n'y avait aucun doute qu'ils eussent atteint leur but. Maintenant qu'Elric regardait attentivement le bâtiment, il pouvait voir qu'en réalité il y en avait 2, absolument identiques, et reliés, à divers endroits, par des entrelacs de tuyaux qui étaient peut-être des couloirs de communication, bien qu'il fût difficile d'imaginer quelle sorte d'être pourrait les utiliser. 2 bâtiments, fit Erécosé. Ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions. Faut-il nous séparer pour les attaquer tous les 2? D'instinct, Elric sentit qu'il ne serait pas sage d'agir ainsi. Il secoua la tête. Je crois que nous devrions pénétrer ensemble dans l'un d'eux. Diviser nos forces nous affaiblirait. Je suis du même avis, dit Hawkmoon, et les autres opinièrent. Ainsi, ne trouvant pratiquement rien pour se tenir à couvert, ils s'avancèrent hardiment vers le plus proche des 2 bâtiments, jusqu'à un point près du sol où l'on distinguait une ouverture noire de proportions irrégulières. Les défenseurs brillaient par leur absence. Cela était de mauvais augure. Les bâtiments palpitaient, rayonnaient, parfois chuchotaient, mais c'était tout. Elric et son groupe furent les premiers à entrer. Ils se trouvèrent dans un couloir chaud et humide qui tournait presque tout de suite à droite. Les autres les suivaient, et tous se retrouvèrent dans ce couloir, jetant devant eux des regards circonspects et farouches, dans l'attente d'une attaque, qui ne venait pas. Avec Elric à leur tête, ils poussèrent plus avant, mais, au bout de quelques instants, le couloir fut agité d'un violent tremblement. Projeté à terre, Owen, dompteur de serpents, poussa un juron. Tandis que l'homme à l'armure vert glauque se remettait sur pied, une voix se mit à résonner le long du couloir, venant, apparemment, de fort loin, et néanmoins forte et chargée d'irritation. Qui hurlait la voix. Qui m'envahit? Le tremblement du couloir décrut un peu, pour faire place à un frémissement continu, tandis que la voix devenait un marmonnement distant et mal assuré. Qu'est-ce qui m'attaque? Qu'est-ce? Les 20 hommes échangèrent des regards perplexes. Finalement, Elric, haussant les épaules, se remit en marche, entraînant les autres derrière lui, et bientôt le passage s'élargit en une grande salle dont les parois, la voûte et le sol suintaient d'un liquide visqueux, et dont l'air était pénible à respirer. Et voici que, traversant on ne sait comment les parois de cette salle, apparaissaient les premiers défenseurs, d'horribles bêtes qui devaient être les serviteurs de ces frères et sœurs mystérieux, Agak et Gagak. À l'attaque criait la voix lointaine. Détruisez-moi ça, détruisez-le! Les bêtes étaient d'une espèce primitive, presque tout en gueule béante et en corps sinueux. Mais c'est en grand nombre qu'elles se glissaient vers les 20 hommes, qui prirent promptement leur formation de combat en 4 unités et s'apprêtèrent à se défendre.
Les monstres approchaient avec un horrible chointement, et faisaient claquer les arêtes osseuses qui leur servaient de dents en se dressant pour fondre sur Elric et ses compagnons et les déchiqueter. Elric brandit son épée, qui ne rencontra guère de résistance en tranchant à travers plusieurs de ses êtres à la fois. Mais à présent, l'air était plus épais que jamais. Le sol était inondé de liquide, et la puanteur qui en montait menaçait de les suffoquer. Frayez-vous un chemin à travers à coups d'épée, ordonna Elric. Dirigez-vous vers cette ouverture. Il désigna celle-ci de la main gauche, et c'est ainsi qu'ils avancèrent, repoussant les créatures primitives en taillant dans leur masse et rendant du même coup l'air encore plus irrespirable. Ces êtres ne sont pas très durs à combattre, dit Owen, dompteur de serpents, en haletant. Mais chacun de ceux que nous tuons nous dérobe un peu de nos chances de survivre. Elric était conscient de ce paradoxe. Astucieuse machination de nos ennemis sans aucun doute. Il toussa et se remit à sabrer une douzaine de bêtes qui rampaient vers lui. Ces êtres étaient sans peur, mais également fort stupides. Ils ne tentaient pas la moindre stratégie. Elric finit par atteindre le couloir suivant, où l'air était un peu plus pur. Il l'aspira avec soulagement et fit signe à ses compagnons de le rejoindre. Élevant et abattant sans trêve leurs fers, ils battirent peu à peu en retraite dans ce passage où ne les suivirent que quelques-uns des monstres. Ces derniers semblaient rechigner à y pénétrer, ce qui fit soupçonner à Elric qu'il devait receler quelque part un danger qu'eux-mêmes redoutaient. Mais il n'y avait rien d'autre à faire que d'aller de l'avant, et Elric ne pouvait que se féliciter qu'ils eussent tous les 20 survécu à cette première épreuve. Haletant, ils se reposèrent un moment en s'adossant aux parois frémissantes du couloir, tout en prêtant l'oreille aux accents de la voix lointaine, à présent étouffée et indistincte. Point ne me plaît du tout ce château, grogna Brute de Lachemar, en examinant un accroc qu'avait fait à sa cape une des bêtes en la happant. Haute sorcellerie y règne. Il n'y a là rien qu'on ne nous eût annoncé, lui rappela Ashnar le lynx, qui, visiblement, avait peine à dominer sa terreur. Les petits os accrochés à ses tresses suivaient le rythme des tremblements des murs, et le gigantesque barbare avait presque l'air pitoyable dans ses efforts sur lui-même pour poursuivre sans faiblir. Ce sont des lâches, ces sorciers, dit Otto Blendker. Ils refusent de se montrer. Il éleva la voix. Leur aspect est-il si répugnant qu'ils craignent de nous laisser les voir? C'était un défi qui ne fut pas relevé. Ils poursuivirent leur chemin par les couloirs sans voir la moindre trace d'Agak ou de sa sœur Gagak. Il faisait tour à tour plus sombre et plus clair. Tantôt le passage se rétrécissait au point qu'il leur était difficile de s'y faufiler, tantôt il s'élargissait presque aux dimensions d'une salle. La plupart du temps, les couloirs paraissaient s'élever en s'enfonçant dans le bâtiment. Elric s'efforça de deviner la nature des habitants de ce château fort. On n'y trouvait pas de marche, aucun objet fabriqué reconnaissable. Sans raison bien précise, Elric se figura Agak et Gagak sous forme reptilienne. Des reptiles préféreraient en effet des passages en pente douce à des escaliers, et n'auraient que faire des meubles qui nous sont habituels. Mais encore était-il possible qu'ils pussent changer de forme à volonté, en prenant forme humaine quand cela leur convenait. Il commençait à lui tarder de se trouver face à face avec un de ces sorciers, ou les deux. Ashnar le lynx avait d'autres raisons, à ce qu'il disait, d'être impatient. On disait qu'il y aurait un trésor ici, grommelait-il. Je croyais risquer ma vie contre une juste récompense, mais il n'y a ici nulle chose de valeur. Il mit sa main calleuse contre la paroi. Pas même une pierre ou une brique. De quoi sont faits ces murs, selon vous? Elric hocha la tête. Cela m'a intrigué aussi, Ashnar. C'est alors qu'il vit deux grands yeux sauvages qui scrutaient les ténèbres devant lui. Il entendit un martèlement, un bruit de course précipité, et les yeux grossirent de plus en plus. Il vit une gueule rouge, des crocs jaunes, de la fourrure orangée. Puis, avec un grondement, la bête se rua sur lui au moment où il levait Stormbringer pour se défendre et criait un avertissement aux autres. C'était un babouin, mais gigantesque, et suivi d'au moins une douzaine d'autres. Elric accompagna de tout le corps le mouvement de son épée qui frappa la bête à l'aine.
Elle tendit ses griffes, et Elric les sentit lui labourer les épaules et la taille. Il gémit. À un endroit au moins, le sang coulait. Il avait les bras coincés et ne pouvait dégager son épée. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était la retourner dans la plaie qu'il avait déjà infligée. De toute sa force, il tourna la poignée. Le grand singe hurla. Ses yeux, injectés de sang, flamboyèrent, et il découvrit ses crocs jaunes en lançant sa gueule vers la gorge d'Elric. Celui-ci sentit les dents se refermer sur son cou, et le souffle fétide faillit le suffoquer. De nouveau, il exerça une torsion sur la lame. De nouveau, la bête hurla de douleur. La pression des crocs enfonçait le métal du gorgerin, seule protection qui épargna à Elric une mort immédiate. Il se débattit pour dégager au moins un bras, faisant pivoter sa lame une troisième fois, puis la tirant de côté pour élargir la blessure à l'aine. Les grognements et les gémissements du babouin se firent plus forts, et ses dents resserrèrent leur étau sur le cou d'Elric. Mais déjà, celui-ci entendait un murmure se mêler au bruit que faisait le singe et sentait Stormbringer palpiter dans sa main. Il savait que l'épée soutirait de la puissance au singe en même temps que le singe cherchait à le détruire, et une partie de cette puissance commençait à se répandre dans le corps d'Elric. Rassemblant ses dernières forces, celui-ci fit un effort désespéré pour que la lame tranchât à travers les chairs du singe. Il lui ouvrit largement le ventre, de sorte que le sang et les entrailles jaillirent sur lui lorsque, soudain libéré, il tituba en arrière, dégageant brusquement l'épée du même mouvement. Le singe lui aussi partait en arrière en titubant, fixant un regard stupéfait et horrifié sur son affreuse blessure avant de s'écrouler sur le sol du couloir. Elric se retourna, prêt à porter assistance à son camarade le plus proche, juste à temps pour voir mourir Tendring de Ashgan, qui s'agitait convulsivement dans l'étreinte d'un singe encore plus colossal et perdait son sang à gros bouillons, la tête arrachée des épaules par les crocs de la bête. Elric enfonça Stormbringer bien nettement entre les épaules de celle-ci et lui perça le cœur. Monstrueux assassin et victime humaine s'effondrèrent ensemble. Deux autres guerriers étaient morts, et plusieurs portaient de vilaines blessures, mais les autres poursuivaient le combat, épée et armure maculées d'écarlate. Les trois couloirs puaient le singe, la sueur, la mort et le sang. Elric se jeta dans la mêlée, frappant le crâne d'un singe qui s'attaquait à Aune, dompteur de serpents, lequel avait perdu son épée, et jeta un coup d'œil reconnaissant à Elric en se baissant pour la ramasser. Ensemble, ils s'en prirent au plus énorme des babouins, beaucoup plus grand qu'Elric, qui coinçait Térécosé contre le mur, l'épée de celui-ci plantée dans son épaule. De deux côtés, Aune et Elric frappèrent, et le babouin, grondant et hurlant, fit face aux nouveaux assaillants, l'épée d'Érécosé frémissant dans son épaule. Il se rua sur eux, et ils frappèrent à nouveau ensemble, atteignant le monstre au cœur et aux poumons, de sorte qu'en rugissant contre eux, il dégorgea du sang. Il tomba à genoux, le regard peu à peu terni, puis s'effondra lentement. À présent, le silence à nouveau régnait dans le couloir, et la mort s'y trouvait partout. Terndring de Ashgan était mort. Deux des équipiers de Corum étaient morts. Tous ceux d'Érécosé qui survivaient étaient gravement blessés. Un des hommes de Hawkmoon était mort également, mais les trois autres s'en sortaient pratiquement sans une égratignure. Brut de Lachmar avait le casque marqué d'un coup, mais n'avait rien subi d'autre, et Ashnar le lynx était échevelé, rien de plus. Le barbare avait fait leur affaire à deux des babouins au cours du combat, mais à présent il s'appuyait au mur, haletant, et ses yeux roulaient dans leurs orbites. Je commence à soupçonner cette entreprise de n'être pas de très bonne économie, dit-il avec un semi-rictus. Il se ressaisit et enjamba le cadavre d'un babouin pour rejoindre Elric. Moins nous y passerons le temps, mieux cela vaudra selon moi. Que vous en semble, camarade Elric? Je serai d'accord, répondit Elric en lui rendant son sourire. Allez, venez. Et il ouvrit la marche dans le couloir jusqu'à une salle dont les parois émettaient une lueur rose. Au bout de quelques pas seulement, il sentit quelque chose lui saisir la cheville. Baissant les yeux, il vit, à sa grande horreur, un long et mince serpent qui s'enroulait autour de sa jambe.
Il était trop tard pour utiliser son épée. Il saisit donc le reptile derrière la tête et l'arracha en partie de sa jambe avant de lui trancher la tête. Les autres, déjà, frappaient du pied et se lançaient des cris d'avertissement. Les serpents ne semblaient pas venimeux, mais il y en avait des milliers, qui surgissaient apparemment du sol même. De couleur chair et dépourvus d'yeux, ils ressemblaient plus à des vers de terre qu'à des reptiles ordinaires, mais ils ne manquaient pourtant pas de force. Own, dompte serpent, se mit à chanter une étrange mélopée, pleine de notes liquides et sifflantes, et cela sembla exercer un effet apaisant sur ces créatures. L'une après l'autre d'abord, puis en nombre croissant, elles retombèrent à terre, apparemment endormies. Ce succès amena un grand sourire sur les lèvres de Own. À présent, je comprends d'où vous est venu votre surnom, ami, lui dit Elric. Je n'étais pas sûr que ce chant agisse sur ces bêtes-ci, lui confia Own, car elle ne ressemble à aucun des serpents que j'ai jamais vus dans les mers de mon propre monde. La petite troupe reprit sa marche, enfonçant les pieds dans des masses de serpents endormis. Ils s'aperçurent que le couloir suivant montait en pente raide. Par moments, ils étaient obligés de céder des mains pour conserver leur équilibre en grimpant sur ce sol glissant fait d'une matière singulière. Il faisait beaucoup plus chaud dans ce couloir, et, tous en sueur, ils s'arrêtèrent plusieurs fois pour se reposer et s'éponger le front. Cette montée semblait se poursuivre à jamais. Il y avait quelques tournants, mais les replats ne dépassaient jamais 1 mètre ou 2. Parfois, le couloir se rétrécissait au point de n'être guère plus qu'un boyau dans lequel ils devaient progresser à plat ventre en se tortillant. À d'autres endroits, la voûte disparaissait dans les ténèbres au-dessus de leur tête. Elric avait depuis longtemps renoncé à essayer d'établir un rapport entre leur position et ce qu'il avait vu de l'extérieur de la forteresse. De temps en temps, de petites créatures informes se précipitaient vers eux en essaim, apparemment dans l'intention de les attaquer. Mais elles constituaient rarement plus qu'un dérangement, et bientôt, la petite troupe n'y prêta pratiquement plus attention en poursuivant son ascension. Depuis quelque temps, ils n'entendaient plus la voix étrange qui les avait accueillis à leur entrée. Mais voici qu'elle se remit à chuchoter, sur un ton encore plus pressant qu'avant. Ouh, ouh, cette douleur! Ils s'arrêtèrent pour essayer de repérer l'origine de cette voix, mais elle semblait provenir de partout à la fois. Serrant les dents, ils poursuivirent leur route, harcelés par des milliers de petites créatures qui, partout où leur chair était à nu, les piquaient comme autant de moucherons. Mais ce n'étaient pas des insectes. Elric n'avait jamais rien vu de tel. Elles étaient informes, primitives et presque incolores. Tandis qu'il avançait, elles ne cessaient de frapper son visage comme des rafales de vent. Suant, suffocant, à demi aveuglé, il sentait ses forces l'abandonner. L'air était à présent si épais, si chaud et si salé, qu'il avait l'impression de se mouvoir dans un élément liquide. Les autres souffraient au moins autant que lui. Certains vacillaient, et il y en eut 2 qui tombèrent, aussitôt remis sur pied par des compagnons pourtant presque aussi épuisés qu'eux-mêmes. Elric avait du mal à résister à la tentation de se dépouiller de son armure. Mais il savait bien qu'ainsi, il mettrait sa chair davantage encore à la merci des créatures volantes. Il ne cessait pas pour autant de monter. Et voici qu'à nouveau, des êtres serpentins comme ceux auxquels ils avaient déjà eu affaire s'entortillaient à leurs pieds. Et Own eut beau chanter sa mélopée hypnotique, il s'enroua sans pourtant venir à bout de ce surcroît de gêne. Nous n'allons pas survivre à cela bien longtemps, dit Ashnar le lynx en se rapprochant d'Elric. Nous ne serons pas en état d'affronter le sorcier si jamais nous le trouvons, lui ou sa sœur. Elric hocha la tête, l'air sombre. C'est aussi ce que je pense, Ashnar. Mais que pouvons-nous faire d'autre maintenant? Rien, dit Ashnar à voix basse. Rien. Ouh, ouh, ouh. Tous les alentours bruissaient de ce mot. Tous les alentours semblaient bruisser de ce mot. Et nombre de guerriers ne parvenaient plus à garder bonne contenance.
le beau